Merci beaucoup Franck pour ta chaleureuse présentation. Merci à vous tous d'avoir bravé le froid et la pluie pour venir parler d'Auguste. Je crains malheureusement que vous soyez très mélancolique à la fin de la conférence, car vous allez constater qu'il n'y a pas aujourd'hui d'homme politique du gabarit d'Auguste. Je m'en excuse par avance, mais ce n'est pas ma faute, comme disait Valmont. Pour commencer, il faut qu'on pose ensemble quelques bases pour comprendre la société romaine de cette époque. Sinon, on ne comprendra pas en quoi le destin d'Auguste et son action politique sont totalement révolutionnaires. Alors, vous savez que Rome a été fondée par Romulus en 753 avant notre ère, date légendaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un petit nombre d'hommes qui étaient peut-être un peu des marginaux de leur temps, se sont installés dans ce qui deviendra plus tard la capitale de l'Empire romain, des hommes assez agités, assez virils, qui sont très conquérants, et cette ville de Rome va très vite grandir, faire la conquête de l'Italie, des Étrusques voisins, et ça va poser les bases de ce que sera cet empire, c'est-à-dire tourner vers l'expansion, l'emmener au maximum de ses capacités en termes territoriaux, avec les valeurs viriles comme pilote. D'ailleurs, le mot viril et le mot vertu sont bâtis sur la même racine latine. Ce royaume romain, puisque Romulus est un roi, ce royaume va durer pendant 2 siècles. Puis il va céder la place à une république avec un événement que je vais vous résumer très rapidement, mais il faut le garder en tête. Tarquin le Superbe était le dernier des rois étrusques. On ne sait pas qu'il était particulièrement mauvais en soi, mais son neveu, Sextus Tarquin, était quelqu'un d'assez peu fréquentable, et il a violé la fameuse Lucrèce. Alors je ne vais pas vous raconter cette anecdote, sinon je vais trop digresser, mais vous aurez le droit, si vous le souhaitez, de me poser la question à propos de Lucrèce tout à l'heure. Je me ferai un plaisir de vous raconter cette histoire. Donc il viole cette pauvre Lucrèce, qui est issue de l'aristocratie, et son mari et son père vont se venger. L'aristocratie va se lever contre les rois, et le roi Tarquin le Superbe et sa famille vont être chassés de Rome. La fuite des rois, c'est l'équivalent de la Révolution française pour nous. Ça va devenir une sorte de fête impériale, une fête nationale qui sera célébrée chaque 24 février sous le nom de Regifugium, la fuite des rois. Cette date, elle est importante parce qu'à partir de là, Rome se veut une république et détestera pour toujours le régime monarchique et les rois. Tout ce qui est roi dans la tête d'un Romain, tout ce qui est royal, tout ce qui est monarchique, est considéré comme relevant de la tyrannie. Donc il y a une méfiance absolue envers ce régime, et Rome se rêve en république, une res publica, la chose publique, où chaque citoyen a son mot à dire. Donc voilà, ça c'est bien ancré dans chaque tête de chaque citoyen. Donc cette république romaine va s'épanouir pendant à peu près 5 siècles, et je vous fais un bref panorama de ce qu'est la société romaine. C'est une société extrêmement hiérarchisée. Au sommet de cette société, il y a l'ordre sénatorial. On parle d'ordre et non de caste, puisqu'il y a une mobilité qui est possible dans la société romaine. Le Sénat, c'est très simple, c'est la haute aristocratie, ils viennent des plus anciennes familles romaines, ils possèdent les terres italiennes, ce sont des propriétaires terriens qui possèdent vraiment de très très grands domaines, et ils sont riches, suffisamment riches, 1 million de sesterces minimum, pour pouvoir donc participer aux plus hautes magistratures de la vie civique romaine. En dessous, il y a l'ordre sénatorial, donc la petite aristocratie qui va fournir notamment des militaires à la ville de Rome. Rome étant impérialiste, il est important d'avoir de bons militaires. En dessous, il y a la plèbe, le peuple, les citoyens, vous et moi, pour la majorité d'entre nous, enfin surtout les hommes, car les femmes évidemment ne votent pas. En dessous, il y a les affranchis, d'anciens esclaves qui ne deviendront jamais les égaux des citoyens, mais qui sont libres, et ça c'est quelque chose d'important. Et enfin, en dessous, les esclaves. Les esclaves, force de travail, très peu cher, vu qu'il s'agit juste de les nourrir et de les vêtir. Ce n'est pas grand-chose. Voilà, panorama de la société romaine. Donc, les institutions maintenant, pour aller très vite sur cette introduction, seuls les citoyens, les hommes libres hors affranchis, qui sont dans un entre-deux, participent à la vie publique. Les citoyens sont assemblés dans des comités qu'on appelle des comices qui vont élire les magistrats.
c'est-à-dire les hommes issus de l'aristocratie, petite ou grande, qui vont pouvoir briguer des magistratures. Ces magistratures suivent un ordre hiérarchique, on augmente dans sa carrière de grade en grade, selon un ordre qu'on appelle le cursus honorum, le cursus des honneurs, si vous voulez. Donc on ne peut pas se présenter à n'importe quelle magistrature, à n'importe quel âge, et sans avoir déjà un certain background derrière soi. Si je vous dis ça, c'est que ça aura de l'importance pour la suite, bien évidemment. Donc, ces comices vont élire les magistrats. Au sommet de la magistrature, il y a les sénateurs, avec les deux plus importants, les consuls. Et de manière exceptionnelle, quand les choses vont très mal, on peut solliciter, mettre en place une magistrature exceptionnelle qui est celle de dictateur. Donc le dictateur ne fait pas de coup d'État. La dictature, c'est une magistrature. On est élu par le Sénat avec des pouvoirs exceptionnels pour un temps court. Si je vous dis ça, c'est aussi que ça aura son importance pour la suite, bien évidemment. Donc cette Rome républicaine fonctionne sur la base de ces 4 lettres SPQR, le Sénat et le peuple romain, Senatus Populusque Romanus. C'est simple. La logique d'un homme romain est d'une simplicité enfantine. Mais cette République romaine, même si elle est régie par des règles qui semblent évidentes et simples, que je viens de vous résumer, est agitée par 2 grandes questions. La première, c'est l'expansion territoriale. Alors là, pour le coup, tout le monde est d'accord, on fait des conquêtes, les Romains en font beaucoup, ils vont partir de l'Italie et siècle après siècle, ils vont avoir l'intégralité des rives de la Méditerranée qu'ils vont appeler tout simplement Mare Nostrum, notre mer. Je pense que l'idée pourrait plaire à Trump. Je l'imagine bien en train de se dire, on va dire l'Atlantique c'est notre océan. Là, j'ai une fulgurance comme ça. Ça pourrait arriver. Bref, les Romains sont très simples, Mare Nostrum, et cet empire finira par aller de l'Écosse au Maroc du sud de l'Égypte jusqu'à la Syrie. Donc c'est vraiment un empire assez gigantesque. Alors notre Jules César, car il faut en parler pour comprendre qui est Auguste, Jules César qui est donc le grand-oncle de notre futur Auguste, est né avec le siècle, en 100 avant Jésus-Christ. C'est un homme issu d'une riche famille patricienne, promis à une grande carrière. Il a tout, hein. Je suis désolée messieurs, ne soyez pas jaloux, il a tout, il est charismatique, il est intelligent, il est beau, il est cultivé, c'est un excellent orateur et un excellent militaire. Enfin, il a absolument tout pour lui, et comme il est assez malin, il va même jusqu'à dire que sa famille remonte jusqu'à Vénus. Oui, Vénus, la déesse. Vous n'avez pas de dieu dans vos ancêtres, et bien Jules César, oui. Donc ça explique quand même qu'il a fait une carrière exceptionnelle. Et je vous parle un tout petit peu de lui et vous allez voir qu'on va raccrocher ça très rapidement à Auguste. Le deuxième problème qui agite cet empire romain territorial, donc cette république, c'est le problème de la question agraire. Je vous disais tout à l'heure que l'Italie est divisée en terres qui sont possédées par les grandes familles italiennes, donc l'aristocratie, les patriciens. Ces patriciens se la transmettent de génération en génération, et pour le petit peuple, il ne reste plus grand-chose, il ne reste plus beaucoup de terres. Donc, à Rome, il va y avoir 2 courants politiques, on va appeler ça, pour simplifier, la gauche et la droite. La droite, ce sont les optimates, donc littéralement en latin, les meilleurs, qui défendent les intérêts de l'aristocratie, parmi lesquels nous aurons Sylla et Pompée, grandes figures des optimates, et l'équivalent de la gauche, nous aurons les populares, ceux qui sont du côté du peuple, parmi lesquels nous allons trouver Marius et un certain Jules César. Et ces gens vont se déchirer, les populares et les optimates, pendant plus de 2 siècles. Évidemment, il y a la crise des Gracques, dont vous avez sans doute entendu parler. En général, quand on commence à se prendre le bec un peu trop fort, on finit par sortir les couteaux, ça se finit très très mal. Donc Rome est en quasi-guerre civile pendant 2 siècles. Et ce premier siècle avant Jésus-Christ est un climax de la guerre civile, et on comprend que pour en sortir, il faudra un homme fort qui apaise la situation. Et les candidats sont nombreux, surtout dans la dernière génération, celle de César et de Pompée. Alors évidemment, César
a beaucoup d'ambition. On raconte qu'alors qu'il avait une trentaine d'années, il passe devant une statue d'Alexandre le Grand et puis il tombe à genoux en pleurs, racontent les sources, parce que lui il a 30 ans et il n'a encore rien fait de sa vie, alors que Alexandre avait déjà fait la conquête d'un territoire exceptionnellement grand, allant jusqu'aux portes de l'Inde. Donc c'était absolument terrible, vous voyez l'ambition du bonhomme quand même. Donc il va faire la guerre des Gaules, comme vous le savez, pour offrir à Rome une sorte de dot, ramener des territoires, et surtout s'allier une armée extrêmement puissante qui va le soutenir dans sa conquête personnelle du pouvoir romain. Donc après, vous connaissez les épisodes de Cléopâtre, qui va repasser un petit peu plus tard dans notre histoire, et en 44, alors que Jules César est un grand général victorieux, eh bien il est nommé par le Sénat dictateur, magistrature, je vous disais, on est en pleine guerre civile, c'est une magistrature, mais il a été élu par le Sénat dictateur à vie. Et là, du côté des républicains, ça commence à jaser, parce que quand même, un dictateur à vie, ça ressemble beaucoup, beaucoup à un roi. Et je vous disais tout à l'heure que les Romains détestent tout ce qui se rapproche de la royauté. Et c'est une vraie erreur stratégique de la part de Jules César, qui est pourtant un homme fondamentalement intelligent, une erreur qui restera dans la tête d'Auguste, c'est pour ça que je vous la raconte. Alors, évidemment, Jules César va se défendre de se comporter comme un roi, il va mettre en scène tout un tas de petites choses. Pendant les fêtes, on va lui tendre des couronnes de laurier, des bandelettes blanches, ce qu'on appelle un diadème à l'époque, pour dire non, moi je refuse tout ça, je suis un Romain, j'aime la République. Personne n'est dupe, si bien qu'on arrive au Ides de mars 44 avant Jésus-Christ. Jules César a 56 ans, il a fait la conquête de tout le monde connu quasiment, il est l'homme le plus important du monde. Je pense sincèrement qu'il a conscience qu'il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas être roi. Il est dictateur à vie, c'est déjà très borderline comme on dirait aujourd'hui. Peut-être qu'il lui faut une belle fin. Et c'est peut-être que ce jour-là, il se présente au Sénat, à la curie de Pompée qu'il avait vaincue, ça ne manque pas de sel, c'est l'ironie de l'histoire. Et sur les marches du Sénat, il croise Spurina, un augure, un prêtre qui lit l'avenir et qui lui dit Jules César, je t'ai dit déjà il y a un mois, méfie-toi des Ides de mars. En substance, qu'est-ce que t'as pas compris? Pourquoi tu viens au Sénat? Peu importe. Jules César rentre dans la curie, Marc-Antoine, qui est pas très loin, est retenu sur les marches par quelques sénateurs, et alors qu'il s'assoit sur sa chaise curule, Jules César est attaqué par Brutus, Cassius et tous les conjurés, il est percé de plusieurs coups de couteau, et il meurt, ainsi meurent les dictateurs. Le lendemain, Marc-Antoine va convoquer les césaristes, les amis de César, et ils vont se dire, bon, nous sommes bien embêtés, qu'allons-nous faire? Il faut quand même venger César, mais on n'a pas envie de retourner dans une guerre civile, donc on va se débrouiller pour trouver une solution sans faire couler le sang. Alors évidemment, sur ces entrefaites, Brutus et Cassius se sont déjà carapatés hors de Rome, et quelques jours plus tard, Marc-Antoine, chez lui, ouvre le testament de Jules César. Marc-Antoine, son fidèle lieutenant, qui a toujours été auprès de lui dans toutes ses conquêtes, et là, il y a sans doute une petite pointe de surprise de Marc-Antoine. Marc-Antoine découvre qu'il n'est pas l'héritier principal de Jules César et que l'héritier principal, c'est le jeune Auguste, qui a 18 ans, qui a jamais rien fait de sa vie et qui se trouve présentement en Grèce, avec l'armée, littéralement en train de faire son service militaire. Et là, les choses vont se gâter, parce que Marc-Antoine voulait être l'héritier de Jules César. Et alors que notre petit Auguste se trouve en Épire, en Grèce donc, il reçoit une lettre de sa mère Atia qui lui annonce la mort de César, le fait qu'il est adopté de manière posthume et qu'il devient donc l'héritier symbolique du dictateur de Rome. Voilà, cliffhanger, on revient en arrière. Je vous ramène maintenant en 63, au moment de la naissance de Jules César. Alors, à ce qu'on racontera plus tard, peut-être même est-ce une légende qu'Auguste a inventée. Mais voilà ce que raconte la légende. Atia, la mère de notre futur Auguste, en cette fin d'année
64 avant Jésus-Christ, décide de se rendre un soir au temple d'Apollon pour faire une incubation. Une incubation, c'est passer la nuit dans le temple. Elle est donc dans sa litière, cette espèce de lit portatif avec lequel se déplacent les personnes très riches. Et comme c'est tard et qu'elle est dans le temple, elle s'endort. Elle s'endort, il n'y a plus personne. Et un serpent en profite pour se faufiler jusqu'à sa litière, passe dans sa litière et s'en va. Et quand Atia se réveille, elle est prise, nous dit l'histoire, d'une envie pressante de se laver comme quand on a fait l'amour. Et elle découvre sur son corps une marque serpentine. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est sans doute Apollon qui lui a rendu visite et qui a donc conçu avec elle, de manière mystérieuse, un être fantastique promis à un grand destin. On dirait un petit peu la naissance de Romulus et Rémus avec Mars et Rhea Silvia. Et effectivement, Atia rentre chez elle et son mari, Octavius, lui fait « C'est bizarre, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tu portais dans ton ventre les rayons du soleil. » Incroyable, hein, cette histoire. Et effectivement, le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ, naît un petit garçon blond aux yeux bleus qui s'appellera Gaius Octavius Turinus, notre futur Auguste. Alors, il naît dans une très bonne famille. Il y a des légendes qui diront que c'est un petit peu une success story, qui vient d'un milieu modeste, qu'il a grandi dans la ville de Vélitre. Non, c'est pas vrai du tout. On sait très bien où il a grandi. Il a grandi dans une très très belle maison du quartier des Têtes de Bœuf sur le Palatin, le quartier le plus chic de la Rome antique. Sa mère, Atia, est la nièce de Jules César. Et son père, Octavius, est issu d'une famille un tout petit peu moins chic, c'est vrai, originaire des Vélitres, une famille d'ordre équestre qui est montée dans l'ordre sénatorial. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ce père, qui est donc assez ambitieux, voue à une grande carrière, cette mère, qui vient d'une très grande famille encore plus ambitieuse, donc éduque bien son fils. Et notre petit Octave, malheureusement, se retrouve orphelin à l'âge de 4 ans. Bon, c'est très jeune, mais Atia est une femme pragmatique. Elle va s'occuper de sa fille Octavie et elle va demander à sa mère, Julie, la sœur de Jules César, de prendre le petit Octave chez lui. Et donc Octave grandit chez sa grand-mère, donc chez Marius, l'un des leaders des populares, où il croise régulièrement un certain Jules César et tous les pontes du parti des populares. Donc on peut dire que c'est plutôt une éducation assez intéressante. Et il s'avère qu'Auguste est décrit comme un enfant extrêmement sage, très simple, très pieux et austère. Ça peut être un portrait qui fait rêver, personnellement. Mais l'austérité, l'austéritas des Romains est quelque chose de très important. À Rome, on déteste l'excès. Vous avez peut-être en tête ces images de décadence des Romains, de fêtes exceptionnelles, de tout ce qui conduit à la chute de l'Empire romain et qui a été largement romancé et exagéré. On est très loin de la morale romaine. Les Romains tolèrent tout, sauf l'excès. Vous pouvez tout faire, mais en quantité raisonnable. Et notre futur Auguste est une incarnation de la raison. C'est un enfant sage, raisonné, austère, qui n'aime pas les excès, qui n'aime pas les marques de luxe. Il ne se passionne déjà que pour la politique. Donc il est à très bonne école, et même si on n'a pas de source qui nous dit ça, on peut supposer que de temps en temps, César et le tout jeune Octave se croisent, et qu'il y a peut-être entre eux déjà une forme de reconnaissance d'un leader à un autre futur leader. Donc, dans la maison de sa grand-mère, Octave entend aussi parler des grandes conquêtes de Jules César, de la guerre des Gaules, parce que vous savez que Jules César a écrit son livre « La guerre des Gaules », qui est en fait un moyen de tenir au courant toute la ville de Rome de ce qu'il fait pendant qu'il est en Gaule et de montrer à quel point il est le stratège le plus incroyable de tous les temps. On n'avait jamais vu ça depuis Alexandre le Grand. Et c'est pas tout à fait faux, il faut être honnête. Donc notre petit Octave est à bonne école et le premier tournant dans sa vie survient lorsqu'il a 12 ans, lorsque sa grand-mère Julie va décéder. Et alors là, vous avez peut-être, certains d'entre vous, des garçons de 12 ans, et imaginez confier à un
garçon de 12 ans de votre entourage l'éloge funèbre de sa grand-mère en public, comme si on faisait ça sur la Concorde aujourd'hui, vous voyez. Ça semble difficile comme exercice pour un enfant de 12 ans de nos jours. Eh bien, notre petit Auguste, Octave, âgé de 12 ans, va faire le vibrant éloge funèbre de Julie sur les rostres devant toute Rome. Et c'est un succès. Il fait son galop d'essai d'orateur et c'est absolument extraordinaire. Et ensuite, il retourne vivre chez sa mère qui va continuer sa formation et l'entourer, car les femmes à Rome ne sont pas faibles, ce sont elles qui tissent des réseaux bien souvent autour des hommes. Et puis, à 16 ans, Octave va prendre la toge virile. C'est un petit peu tard, mais pourquoi pas. Cette prise de la toge virile est quelque chose de très important. L'adolescence, telle que nous la connaissons au XXe et au XXIe siècle, n'existe pas à Rome. On passe de l'état de garçon, d'enfant, à celui d'homme, à travers une cérémonie. Cette cérémonie, c'est la prise de la toge virile. Alors, on débarrasse l'enfant de sa toge prétexte, sa toge de petit garçon, de son médaillon protecteur qui s'appelle une bulle, vraiment en forme de bulle, et à l'intérieur il y a des petites médailles prophylactiques, et